Si mon prochain film ne marche pas, je m'engage dans l'armée. Voilà ce que disait Henry Cavill avant le casting de Man of Steel. Ne supportant plus les échecs et la pression, il s'était juré de tout plaquer s'il ne perçait pas. Heureusement, il a eu le rôle et depuis, on n'imagine pas un autre acteur pour jouer Superman à l'écran. Il a eu de la chance, d'autres beaucoup moins. Accident de tournage, dépression, pétage de plomb et même pire. Les acteurs totalement brisés par leurs films sont bien plus nombreux qu'on ne le croit. Le cinéma est un milieu cruel et aujourd'hui, on voit la sombre réalité derrière le rêve. Star Wars a brisé la vie d'un enfant. Imaginez votre tête si on vous proposait d'incarner Anakin Skywalker. C'est ce qui est arrivé à un enfant de 10 ans, quasi inconnu, choisi parmi plus de 3000 candidats, Jake Lloyd. Ce qu'il ignorait, c'est que ce film allait littéralement détruire sa vie. 1999, après 16 ans d'attente, c'est le grand retour de Star Wars. La promesse de la nouvelle trilogie, c'est savoir comment la guerre a éclaté, d'où sort le puissant empereur, et surtout comment Anakin est devenu Dark Vador. La hype est immense, et le succès est au rendez-vous. La menace fantôme récolte près d'1 milliard de dollars. Mais malgré les chiffres, le public est déçu. Jar Jar Binks est insupportable, les intrigues politiques ne sont pas toujours claires, et les dialogues sont pas très bien. C'est encore aujourd'hui le Star Wars le plus mal noté de la saga sur Rotten Tomatoes avec seulement 56% d'avis positifs. Et celui qui concentre une bonne partie des critiques, c'est Jake Lloyd. On lui dit qu'il joue très mal et même les critiques professionnelles sont sans pitié. Un déferlement de haine. À 10 ans, personne ne peut encaisser ça. Et surtout, Lucas le laisse complètement tomber dans cette tempête médiatique. Même 18 ans plus tard, Mark Hamill, qui joue Luke Skywalker, est toujours enragé de la situation. Je suis toujours en colère sur la manière dont les fans et les critiques ont traité Jake Lloyd. Il n'avait que 10 ans à l'époque, et pourtant il a fait exactement ce que George Lucas lui demandait et attendait de lui. Croyez-moi, je sais ce que c'est que d'avoir des dialogues parfois maladroits. De plus en plus, fiction et réalité vont se brouiller pour Lloyd, notamment dans son école où ses camarades réclament des autographes et des témoignages. Sans parler des harceleurs qui imitent le bruit du sabre laser à chaque fois qu'il passe, encore et encore. C'est l'horreur. Jake est contraint de changer d'école 2 fois en quelques mois. En plus, après les cours, il est pas rare pour lui d'enchaîner jusqu'à 60 interviews par jour. Il déclare « J'ai fini par détester les caméras ». La dépression, c'est un problème trop récurrent dans le monde du cinéma. Selon une étude, les acteurs font partie des gens les plus enclins à connaître un passage dépressif dans leur vie. En effet, comment ne pas penser à l'histoire de Heath Ledger dont on vous avait déjà parlé dans une précédente vidéo, un drame, une tragédie d'Hollywood. Hate leads to suffering. Jake, de son côté, n'en peut plus de cette frénésie. 2 ans seulement après la sortie du film, il se retire des écrans, dégoûté du métier d'acteur. Il rejette Star Wars en bloc et il fait tout pour retrouver une vie simple, loin de la célébrité. Il n'a d'ailleurs jamais regardé la suite de la saga. Comme pour enterrer ses tourments, il change officiellement son nom. Ainsi, il n'apparaît plus au générique du film et ça éloigne les haters qui le traquent. Ça y est, Jake retrouve enfin l'anonymat, loin de tout ce qu'il ne supporte plus. Enfin, jusqu'en 2015, lorsqu'il agresse sa mère et force un officier de police à intervenir. Un mois plus tard, il est interpellé de nouveau pour conduite dangereuse et sans permis. Envoyé en prison puis en hôpital psychiatrique durant une courte période, il explique au psychiatre être brisé après son enfance désastreuse et la perte récente de plusieurs membres de sa famille. Diagnostiqué schizophrène à l'âge de 22 ans, le voilà contraint de vivre cloîtré à son domicile. Déscolarisé et isolé, ses seules visites sont celles de ses proches qui passent s'assurer qu'il prenne correctement son traitement. Pour faire simple, Jake est malade, mais il ne le sait pas car son cerveau ne fonctionne juste plus correctement. Hanté par son passé, il clame encore que Star Wars et les fans ont détruit sa vie pour toujours. La prochaine fois, réfléchissez-y à 2 fois avant de critiquer un acteur. Le harcèlement est un fléau qui peut vraiment conduire à faire de la vie de quelqu'un un enfer. Le plus triste, c'est que Lloyd n'est pas un cas isolé. Les enfants acteurs qui tournent mal, c'est un véritable problème à Hollywood. C'est le cas de Macaulay Culkin, qu'on a adoré dans Maman, j'ai raté l'avion. Avec le succès du film, il devient une poule aux œufs d'or pour ses parents qui se disputent alors sa garde pour toucher le jackpot. La famille se déchire jusque devant les tribunaux et la justice tranche en faveur de l'enfant. Conséquence, Macaulay récupère le compte bancaire sur lequel dorment les 17 millions de dollars qu'il a engrangés durant sa courte carrière. Pas mal, certes, mais est-ce que réellement ça vaut le prix d'une enfance brisée et d'une famille fracturée à jamais ? Le film qui a blacklisté Mel Gibson.
Mel Gibson est une machine à frissons. Qui n'a pas aussi hurlé en même temps que lui dans cette scène de Braveheart, The Patriot, L'Arme Fatale, Mad Max? Il enchaîne les succès et même élu homme le plus sexy du monde en 1985. Bref, tout le monde l'aime. L'acteur rêve d'un nouveau défi, incarner Jésus, le Fils de Dieu. C'est carrément ambitieux, mais c'est Mel Gibson. Tout le monde va aimer son film, c'est sûr. Et ben non, l'acteur va devenir haï comme jamais. Que s'est-il passé pour qu'il soit aujourd'hui le paria d'Hollywood? Depuis ses débuts, la star évoque sa volonté d'interpréter le Christ à l'écran, mais aucun producteur ne voit cette idée d'un bon œil. Face à ses refus, il rentre selon ses propres mots en mission divine. Il met toutes ses économies pour que le film voit le jour et se charge lui-même de sa réalisation. Un travail de titan qui le contraint à céder le rôle de Jésus à un autre comédien pour se concentrer sur un simple rôle de bourreau. Débarque alors en 2004 l'objet de toute une vie pour Mel Gibson, la Passion du Christ. Et là, c'est la descente aux enfers pour l'acteur. Déjà, on parle de religion, c'est forcément casse-gueule. Surtout, le film retraçant les 12 dernières heures du prophète sur Terre déclenche un tollé à cause de son aspect gore. Mel est accusé d'être un voyeur, un boucher, un fanatique. Avec ces images chocs, il faut vraiment s'accrocher pour ne pas détourner ses yeux de l'écran. C'est si extrême que plusieurs personnes vont mourir de crise cardiaque pendant les projections. Ouais, ça sent mauvais. On parle déjà de bannir le film à la manière d'un Orange Mécanique en son temps. D'ailleurs, on en avait déjà parlé sur la chaîne. Et le public arrive presque à bannir le film. 5 minutes de scènes jugées trop explicites sont coupées au montage et le film ressort en salle sous une V2 quelques semaines seulement après sa sortie. On n'avait jamais vu ça. Pourtant, Mel Gibson justifie cette violence. Il voulait un film sans filtre, brut. Mais ces justifications trouvent peu d'écho car une autre polémique va venir détruire le comédien. Lui, comme son film, serait antisémite. On reproche à l'acteur de relancer la thèse du peuple déicide, théorie selon laquelle c'est uniquement la faute des juifs si Jésus est mort. Vous vous en doutez, un truc pareil, ça passe pas. Abraham Foxman, président de la Ligue anti-diffamation, prend la parole. Dans ce film, les juifs sont vus comme des assoiffés de sang, vengeurs et mauvais. Les Romains sont gentils et aimants, et ce sont les méchants juifs qui les poussent à tuer Jésus. Dès lors, les patrons de salles refusent de diffuser, des manifestations s'organisent, des distributeurs bloquent l'exploitation du film à l'étranger, une telle pagaille que même South Park y consacre un épisode. Ah, my nipples, they hurt! Mais le problème, c'est que Mel Gibson jette de l'huile sur le feu. En soirée mondaine, il choque par ses blagues plus que limite. En roue libre totale, on le perd définitivement quelques mois plus tard lorsqu'il est arrêté par un agent de police. Ivre et flashé pour excès de vitesse, l'acteur devient agressif, tente de regagner sa voiture et clame « Malibu m'appartient! Putain de juifs! Les juifs sont responsables de toutes les guerres du monde !» Et il finit par demander aux policiers « Êtes-vous juif ?» Scandale outre-Atlantique. Mel présente ses excuses, mais personne n'y croit. Le milieu lui tourne le dos et les procès s'enchaînent. Devenu infréquentable, le voilà blacklisté par Hollywood. On parle tout de même de Mel One Shot, celui à qui une seule prise suffit. Mais le talent n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas l'acteur qui est banni, mais l'homme. Isolé, il est désormais contraint de se produire lui-même et de s'entourer des rares qui veulent bien être vus à ses côtés. Récemment, on l'a revu dans son film Tu ne tueras point, comme un symbole. Ça me semble pas une si mauvaise idée de vouloir essayer de recoller un peu les morceaux. Peut-être est-il enfin débarrassé de sa colère. Et ben on aura bientôt une réponse car Mel Gibson vient de le confirmer il y a quelques semaines, il y aura bien une suite à la Passion du Christ. Le naufrage de Kevin Costner. Kevin Costner, c'est le gendre idéal. Talentueux et beau gosse, il se fait d'abord remarquer dans Les Incorruptibles, puis explose aux yeux du monde dans Danse avec les loups. Alors quand il annonce tenir le rôle principal dans la superproduction Waterworld prévue pour 95, tout le monde est méga hypé. Seulement, ce que Kevin ne sait pas encore, c'est qu'il est en train de s'embarquer dans la pire galère de sa vie. Un monde post-apocalyptique à cause du réchauffement climatique, une planète recouverte d'eau peuplée de rescapés et de pirates, on a enfin le droit à un film ambitieux sur l'eau. C'était censé être tout l'attrait du film, mais c'est justement ce qui va causer sa perte. Spielberg, qui quelques années auparavant avait réalisé Les Dents de la Mer, avait pourtant prévenu Kevin « Ne filme surtout pas sur l'eau !» Car oui, l'eau est instable, capricieuse, parfait pour qu'un film prenne du retard. On enchaîne les tempêtes durant le tournage, des décors sont détruits, des scènes deviennent infaisables et des morceaux entiers du script doivent être réécrits pour que le tout tienne la route. C'est un vrai bourbier, le film ne ressemble plus du tout à ce qui était prévu et le budget explose. À la fin, il coûte 175
15 millions de dollars, 65 millions de plus que prévu. Tout simplement un record pour l'époque. Avant même les premières projections, ces nouvelles désastreuses parviennent à la presse hollywoodienne, au point où les gens s'intéressent beaucoup plus aux péripéties du tournage qu'au film en lui-même. Oh, poor Mr. Costner, he tries so hard. À sa sortie, tout le monde est d'accord, le film est mou, pas toujours compréhensible et malgré tout un peu cheap. Costner se fait démolir. Son rôle de mutant mi-humain mi-poisson à la recherche de la seule terre émergée du globe ne fait pas vraiment rêver le public. Waterworld est même récompensé de 4 trophées ironiques lors de la cérémonie qui parodie les Oscars, les Raspberry Awards. Pire image, pire direction, pire second rôle et pire acteur pour Kevin Costner. Pour un comédien de cette trempe, c'est juste catastrophique. Délaissé par les spectateurs, même le milieu du cinéma commence à se foutre de sa gueule. On en arrive à qui fera la meilleure blague sur comment Costner jette l'argent par les fenêtres. Game over. Please deposit 40 quarters. Histoire d'enfoncer le clou, les rumeurs arrivent à nos oreilles. Pendant le tournage, l'acteur aurait été insupportable et se prenait pour le boss ultime du cinéma. Bien qu'il travaille avec toute son équipe, Kevin considère que c'est son film. Il finit par s'embrouiller avec le réalisateur, lui reprochant ses choix artistiques et sa vision des choses. Les deux hommes ne font que se disputer et en viennent presque aux mains. Finalement, ce dernier lui dit « Ok, je me casse, finis-le tout seul ton film de m***. » Sans réalisateur, Kevin Costner se retrouve à devoir gérer le plateau tout entier pour tourner les dernières scènes. Il s'occupe également du montage, de changer le thème musical et de réécrire ce qui ne lui plaisait pas. Oui, c'est lunaire, et le retour du bâton va faire mal. L'acteur intègre la case des ingérables, ces comédiens avec lesquels il ne faut surtout pas tourner. Son ego a eu raison de lui, entre le flop de son film et son attitude, Kevin est grillé. Des rôles qui lui étaient pourtant promis commencent à lui passer sous le nez, comme celui d'Andy Dufresne dans Les Évadés. Il tente bien de faire un retour 2 ans plus tard avec Postman, mais c'est un autre flop qui perd 65 millions de dollars. L'échec qui finira d'achever sa carrière. L'acteur se détourne complètement du cinéma et fonde un groupe de musique country avec ses potes. Sa carrière est peut-être brisée, mais son moral au moins reste intact. Et aujourd'hui, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, retrouver la sérénité loin des flots d'Hollywood. Le film qui a fait pleurer Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger est un acteur de légende. Predator, Terminator, Conan le Barbare, le boss incontesté du film d'action, c'est lui. Seulement en 1993, ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu dans un blockbuster. Une éternité à Hollywood. Pour revenir sur le devant de la scène, l'acteur décide de surprendre tout le monde, une décision qui va lui coûter très cher. Last Action Hero débarque en 1993. On suit Danny, un jeune cinéphile qui sèche l'école pour se rendre au cinéma afin de voir le film qu'il attend plus que tout, Jack Slater 4, dont le héros n'est autre que Schwarzenegger. Mais soudain, Danny est aspiré par le film qu'il regarde et se retrouve plongé dans son intrigue. Le voilà dans une dimension parallèle, nez à nez avec son acteur favori. Il tente alors de convaincre le colosse qu'il vient d'un autre monde dans lequel Jack Slater n'est pas un policier, mais un acteur mondialement connu sous le nom d'Arnold Schwarzenegger. Ce pitch complètement méta va offrir à Schwarzy la possibilité de s'éclater comme un fou pendant le tournage. Drôle, touchant et moins bourrin que d'habitude, il exploite à merveille les standards du cinéma d'action. Mais c'est justement cette originalité qui va tuer le film avant même sa sortie. Les producteurs craignent que les gens ne se déplacent pas pour voir un film où Schwarzenegger ne fait pas du Schwarzenegger. La finesse et la fantaisie, le public s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est le sang. Il va donc falloir sortir le grand jeu pour prouver que le film tabasse vénère et attirer du monde en salle. Une campagne médiatique ultra agressive voit le jour. Une fusée est même censée décoller le jour de la sortie du film. Oui, le film a eu le droit à un vrai partenariat avec la NASA. Une première dans l'histoire. Bon, manque de bol, la fusée ne décolle que 2 ans plus tard pour exploser au bout de 30 secondes de vol. Ouais, petit flop. Monumentale erreur. Déception aussi pour les spectateurs, car ils n'ont pas vu le film qui leur a été vendu. Peu de bastons, moins de gros muscles, un second degré permanent, le public se sent trahi. Où est passé le Schwarzy qui mitraille à tout va? J'aurais souhaité qu'il laisse ce film être ce qu'il était. Un truc gentil, doux, plutôt que de tenter d'en faire une machine de guerre destroy. Cette campagne promo, c'était vraiment n'importe quoi. Confiera le réalisateur du film après sa sortie. Une autre raison de ce fiasco, le timing. En sortant la même semaine que Jurassic Park,
Park, Last Action Hero ne s'est pas facilité la tâche. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui arrive au cinéma en 93. Qu'est-ce qui vous tente le plus? Un T-Rex en 3D ou Schwarzy qui parle à un chat? Arnold est anéanti. James Cameron, qui avait tourné avec lui Terminator le Jugement Dernier, avoue qu'il n'avait jamais vu son ami dans cet état. Il a même entendu sangloter au téléphone. Schwarzenegger qui pleure, c'est pas tous les jours. Le charme de son film ne trouve pas preneur et l'acteur le prend pour lui car il a personnellement validé le scénario, l'écriture et les gags. Il est même allé jusqu'à contacter le groupe AC/DC pour composer le générique du film. Ne comprenant pas ce rejet, il blâme l'américain moyen qui serait, selon ses mots, tout simplement pas assez sophistiqué pour comprendre le film. En colère, il évoque aussi des raisons politiques. Il a été assassiné avant d'avoir été vu. C'est littéralement une attaque politique parce que je faisais campagne pour Bush. Mais Clinton a gagné. Amère expérience pour Schwarzenegger. Il souhaitait innover, mais le public ne voulait rien savoir. Une situation qui nous rappelle celle de Veronica Lake en son temps. Superstar des années 40, elle est totalement rejetée du jour au lendemain pour avoir changé de coiffure. Et non, c'est pas une blague, lorsqu'elle troque les cheveux libres pour le chignon, l'Amérique n'apprécie pas du tout et la renie tout simplement. La Paramount ne renouvelle pas son contrat, elle se retrouve serveur dans un bar, ruinée et meurt à 50 ans d'une hépatite. C'est fou de voir que parfois ça ne se joue à rien. L'échec est aussi financier pour Schwarzenegger, c'est la première fois qu'un film dont il est le héros n'est pas rentable aux États-Unis. Il perd la confiance de ses partenaires, mais aussi 40 millions de $. Le coup est rude et il prendra plus de 7 ans avant de produire un nouveau film qui, là encore, ne sera pas une franche réussite. Alors est-ce qu'il est condamné à connaître la dégringolade? Schwarzy en est persuadé. Mais heureusement, c'est pas le cas, son ami James Cameron le relance en tant qu'acteur avec True Lies dès 1994. Le film rapporte 378 millions de $ au box-office, un vrai carton. L'honneur est sauf, mais fatigué, l'acteur décide de mettre sa carrière entre parenthèses, il tourne moins et dans des films largement plus discutables. Désormais, il se consacre à ses deux passions, la politique et la famille. Le tout avec le succès qu'on lui connaît. Comme quoi, dans la vie, derrière chaque échec se cache une opportunité. Le cinéma, ça va très vite. On peut sortir de nulle part comme on peut disparaître du jour au lendemain, et c'est sûrement ça le plus dur. Savoir s'éclipser des projecteurs avant de s'y brûler les ailes. Dépression, concurrence, récession, stress, précarité. Beaucoup déchantent après s'être lancés sur les planches. On comprend alors mieux les grèves qui secouent parfois Hollywood. C'était d'ailleurs le cas encore récemment. Dur pour nous qui attendons nos séries avec impatience. Mais comment reprocher aux acteurs de tenter d'assainir un milieu qui en aurait bien besoin? Et vous? Quel film vous a fait totalement détester un acteur à tout jamais? N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire, on va lire toutes vos propositions et s'il y a de bonnes idées, on en fera une suite. En attendant, c'était Tero et Nox, à la prochaine.